la paix sur des fausses communes? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation? Comment construire la paix sans justice ni réparation? Encore bienvenue à vous, chers auditeurs, chers téléspectateurs qui nous écoutez et regardez sur la radio Maurice ce soir du mardi 23 mars 2021. Nous entrons dans le vif de nos émissions de ce soir avec un invité que vous voyez pour ceux qui nous suivent à l'endroit où nous sommes en image. Et je prends cette opportunité pour lui dire bonsoir, Excellence ambassadeur Jean-Marie Vianney Ndagijimana. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, Éminence Aloïse. Je suis encore très heureux, comme toujours, de recevoir encore une fois sur notre plateau. Mais moi aussi, c'est un honneur que vous faites de m'inviter une nouvelle fois pour parler à nos chers amis, à nos auditeurs et à nos téléspectateurs. Surtout que les sujets que vous nous aidez à décortiquer sont des sujets qui sont de votre domaine d'expérience, qui sont de votre carrière. Comme aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet hautement diplomatique, mais un peu qui sort de l'ordinaire, je pense, parce que ce n'est pas très courant. On va parler de la réprimande qu'a reçue l'ambassadeur belge à Kigali, qui a été réprimandé par le ministre des Affaires étrangères de la coopération, le docteur Vincent Biruta, parce que l'ambassadeur belge a voulu suivre de près la situation de son compatriote qui a été kidnappé et retenu contre son gré à Kigali et où on lui impose un procès, disons, bidon, que d'ailleurs lui-même, donc je veux dire Paul Rusesabagina, s'est retiré de ce procès parce qu'il trouve qu'il n'aura pas de justice en son procès. Il ne croit pas en ces tribunaux. Monsieur l'ambassadeur, c'est pas tous les jours, c'est pas courant dans votre carrière diplomatique, dans votre longue carrière diplomatique. J'espère que vous n'avez pas été réprimandé par un pays de représentation quelconque. Ça fait mal, hein? Vous savez, c'est des procédures, c'est des choses qui arrivent de temps en temps entre pays. Et de temps en temps, les ambassadeurs ou les chargés d'affaires, quand il n'y a pas d'ambassadeur, sont convoqués, on peut dire ainsi, ou invités au ministère pour se voir poser des questions, demander des explications sur tel ou tel sujet du jour. Moi, je n'ai jamais été réprimandé comme tel, mais j'ai, au cours de ma carrière, été de temps en temps appelé pour expliquer certaines choses. Je vais vous donner un exemple qui est, je pense, qui n'est pas confidentiel. Lorsqu'en 1993, notre Premier ministre d'alors, le Premier ministre Dismas Nsengiyaremye, avait, par exemple, publiquement demandé que la France se retire du Rwanda, que les troupes françaises partent, alors que ce n'était pas à l'ordre du jour. Le Quai d'Orsay m'a invité à passer les voir, les hauts fonctionnaires du ministère, et à expliquer davantage cette déclaration, qui avait d'ailleurs étonné tout le monde jusqu'au sein de son propre parti. Et donc, j'ai dû promettre de revenir avec plus d'éléments. J'ai alors appelé le Premier ministre qui m'a expliqué. J'ai appelé certains autres cadres de son parti ou du gouvernement pour modérer les ardeurs de ce dernier. Et puis, le Premier ministre s'est excusé et tout est rentré dans l'ordre. En Éthiopie, oui, Excellence, monsieur l'ambassadeur. Ça arrive de temps en temps. Faisons une petite
il y a une nuance entre aller donner des explications, de plus amples explications, et réprimander, parce que c'est le mot qu'a utilisé l'agence belga dans son billet je peux d'ailleurs vous le partager, parce que c'est de là que part notre émission. Être réprimandé, c'est pas anodin, c'est pas des explications qu'on doit fournir, mais c'est être vraiment réprimandé. Donc, comme vous pouvez le suivre sur notre chaîne, pour ceux qui nous regardent en image, donc le billet de l'agence belga a comme titre « Le Rwanda a réprimandé l'ambassadeur belge à Kigali ». Vous savez, c'est parfois les journalistes aussi, vous, qui créez l'événement. Vous savez, quand il y a une explication musclée entre un ambassadeur ou un ministre en visite dans un pays et ses hôtes, les journalistes prennent le mot qui produit le plus facilement l'événement, c'est-à-dire réprimander, c'est quand même, ça parle plus aux observateurs qu'avoir une discussion chaude, par exemple. Là, c'est vraiment à sens unique. C'est comme si l'ambassadeur belge avait été réprimandé comme un élève qui est réprimandé par son professeur. Voilà, c'est ça qui fait que ça devient un événement important. Mais ce n'est peut-être pas vraiment une réprimande, parce que la réprimande, c'est « vous êtes là, monsieur l'ambassadeur, attention, ne dites plus ceci, ne faites plus cela ». Il a dû utiliser des termes musclés. Je pense que monsieur Biruta, je ne le connais pas trop, mais un peu quand même, ce n'est pas un homme à réprimander un ambassadeur. Il va lui transmettre un message du gouvernement, peut-être de façon plus sévère que d'habitude, mais la réprimande venant de Biruta, ça m'étonnerait très fort. Par contre, il y a des ministres, il y a des fonctionnaires rwandais ou des personnalités politiques rwandaises qui ne parlent que par réprimande. Maintenant, admettons qu'il l'ait réprimandé. Et admettons même que ça puisse avoir été au-delà de la réprimande. Parce que ça arrive aussi, certains gouvernements sont vraiment quasiment méprisants à l'égard de certains ambassadeurs. Mais à l'égard de l'ambassadeur belge, je veux bien. Ceci dit, connaissant la situation et la gêne que l'emprisonnement de Paul Rusesabagina et surtout son procès, tout ce qui a tourné autour, l'accumulation d'erreurs, de mensonges, d'erreurs juridiques même, d'erreurs de procédure qui a tourné qui a, disons, accompagné cette affaire, il est possible que même le sage Biruta ait pu monter sur ses grands chevaux pour parler avec un ton qui ne lui est pas habituel. Cela est possible. Oui. Cela est possible parce oui, que cela est possible, mais nous nous basons sur ce que nous voyons. Nous n'étions pas dans la salle. J'imagine que l'agence belga n'y était pas non plus. Mais elle a fait son titre, admettons que ce soit une réprimande. Bon, écoutez, je propose qu'on voit le contenu du billet. Voilà, exact. Ça pourrait nous renseigner sur l'attitude de l'un et de l'autre, compte tenu, comme tu le disais, en tenant compte de la personnalité aussi des gens. Tout à fait. Donc, puisque l'agence a écrit, le Rwanda a réprimandé l'ambassadeur belge dans le pays, car Bruxelles se serait trop immiscé dans le sort de Paul Rusesabagina, ex-directeur de l'hôtel de 1000 collines à Kigali, célèbre pour avoir sauvé plus de 1000 personnes du génocide rwandais. Rapporte vendredi les quotidiens de Standard, de Newsblad. M. Rusesabagina fait désormais l'objet d'un procès au Rwanda pour 9 chefs d'accusation, dont celui de terrorisme. D'abord, sur ce paragraphe, cher frère, d'abord le contenu, moi je ne me retrouve pas parce que d'abord la Belgique ne s'est pas vraiment trop immiscée dans l'affaire de Paul Rusesabagina, au contraire. La Belgique a même carrément, à un moment donné,
abandonner son citoyen, son compatriote entre les mains de Kigali. La Belgique, oui. Puisqu'on y est justement, j'ai une petite question pour vous, monsieur l'ambassadeur. Nous avons vu les sénateurs ou les congressistes des États-Unis qui ont écrit au président, qui ont parlé en termes très crus et très forts pour demander que Rusesabagina soit libéré tout de suite. Exact. Et que la Belgique a été taxée d'y aller mollo, de ne pas blesser Kigali, de telle sorte que certains compatriotes belges disaient que, parce que je le dis haut et fort, je suis aussi un Belge concerné, certains compatriotes ont taxé notre gouvernement de ne pas y mettre assez de conviction dans la défense de notre compatriote. Alors, pourquoi est-ce que Kigali a choisi l'ambassadeur belge? Parce qu'il y a aussi l'ambassadeur de l'Union européenne. L'Union européenne et son assemblée a vraiment dit en termes très forts à Kigali, a ordonné même que Rusesabagina soit libéré. Mais de ces deux-là, M. Biruta n'a rien dit. Donc, il ne les a pas réprimandés. Et pourquoi il aurait fait pour l'ambassadeur belge, alors que lui, au moins, il défendait son compatriote? Mais c'est ça, exactement, c'est paradoxal, quoi. Il y a un paradoxe bizarre. D'un côté, on a l'impression que les Belges pensent avoir beaucoup fait. Et là, le Rwanda, la diplomatie rwandaise qui connaît vraiment les Belges, qui connaît la Belgique, à travers notre histoire commune, qui connaît surtout les complexes nés après le génocide du Rwanda en 1994. Quand je dis complexe, je parle de complexe au genre Fashoda et autres. Hein. C'est-à-dire qu'après 1994, la Belgique marche presque à reculons en ce qui concerne le Rwanda. En tout cas, à tâtons, comme sur les œufs. Chaque fois qu'il y a un problème, la Belgique préfère garder un profil très, très bas. Vous savez, avant Rusesabagina, il y a eu Kizito Mihigo l'année dernière. Kizito Mihigo qui n'était pas un Belge, hein, mais qui avait de sérieux liens avec la Belgique, les familles belges, mais aussi avec l'ambassade de Belgique au Rwanda. Vous savez, on ne l'a pas beaucoup commenté, hein, mais quelques mois après l'assassinat de Kizito Mihigo, rappelez-vous, le premier secrétaire d'ambassade de Belgique à Kigali a été expulsé du Rwanda. Beaucoup n'ont pas rapproché ça de la mort de Kizito, hein, mais moi je le sais. Moi je le sais parce que l'ambassade de Belgique à Kigali est l'une de celles que Kizito Mihigo a beaucoup fréquentées avant sa mort. Jusque pratiquement 2-3 jours avant son arrestation et sa disparition. Ça, je le sais, parce que l'intéressé lui-même me l'a dit le matin du 12 février, c'est-à-dire pratiquement le jour où il a disparu. Il avait vu le secrétaire d'ambassade de Belgique et il s'était confié à lui. Ils ont passé plus d'1 heure ensemble. Le secrétaire d'ambassade, je ne sais pas si c'est peut-être confié à quelqu'un ou alors s'il y a dans l'ambassade des moyens pour le gouvernement rwandais de savoir tout ce qui s'y passe. En tout cas, après, il a été convoqué aussi. Parce que vous savez, Kizito Mihigo, qui était quand même emprisonné chez lui, ne pouvait pas aller à l'ambassade sans que le personnel rwandais de l'ambassade l'observe et fasse des rapports, parce que certains agents de l'ambassade belge, des Rwandais, je peux le dire, travaillent pour le gouvernement rwandais. Et donc, quelques temps après, celui-là, le secrétaire de l'ambassade, a été expulsé de Kigali. Tout ça est en rapport avec l'attitude de la Belgique
en 1994. Et le Rwanda sait que le gouvernement belge n'est pas en mesure, en fait, de prendre des décisions ou des positions fermes à l'égard de ce gouvernement, le gouvernement rwandais. C'est à mon avis pourquoi, même en rapport avec l'affaire de Rusesabagina, il y a des pays qui ne sont pas, qui n'ont pas de relation très directe avec Rusesabagina, qui ont agi mieux, qui se sont enquis de son sort. Mais d'après votre expérience de diplomate, quelles sont les raisons qui font que la Belgique s'humilie elle-même, si vous me permettez, donc refuse vraiment de se tenir sur les deux jambes et de dire au gouvernement rwandais ce qu'il pense. Et une fois qu'ils le font, le gouvernement rwandais se sent en mesure de les réprimander, comme on dit les journalistes. Mais d'où vient justement cette faiblesse de la Belgique de pouvoir défendre ses compatriotes auprès du gouvernement rwandais sous peine de réprimande? D'après votre expérience de diplomate. Moi, je pense que c'est compte tenu de l'histoire de ce pays au Rwanda et dans la région en général. D'abord, on dit souvent que le Rwanda est un pays qui dépend de l'aide étrangère, qui dépend de l'assistance belge, évidemment en priorité française, américaine et autres. Mais pour la Belgique, il s'agit de relations, je t'aime moi non plus, autant le Rwanda ne peut pas, à certains égards, se passer de la Belgique, autant la Belgique ne peut pas se passer du Rwanda ou du Burundi ou de la République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce qu'un papa ou un parent, tout simplement, ne peut pas se passer de ses enfants jusqu'à tard, quand ils deviennent adultes ou quand ils décident de s'en passer. La valeur diplomatique de la Belgique, politique même au sein de l'Union européenne, au sein de l'ONU et des autres instances internationales, c'est aussi la place qu'elle occupe dans la région des Grands Lacs. C'est le legs historique de la Belgique dans cette région. C'est le fait que la Belgique a été la puissance tutrice du Rwanda et du Burundi. C'est le fait que la Belgique a été la puissance coloniale de la République démocratique du Congo, ex-le Congo, le Zaïre, que la communauté internationale, notamment les pays qui n'ont pas les moyens, qui ne connaissent pas ce pays, qui ne connaissent pas le Rwanda, le Burundi ou le Congo, préfèrent demander à la Belgique de suivre de près la situation dans ces pays. Parce que la Belgique, il y a une histoire, parce que la Belgique a un personnel important dans les églises du pays. La Belgique a une longue histoire. La Belgique connaît bien le Rwanda. La Belgique connaît les Rwandais. Elle sait quelles personnes éventuellement manipuler lorsqu'il s'agit d'intervenir dans ce pays. Et donc, les États-Unis, bien sûr que les États-Unis sont présents. La Russie est présente, et les autres aussi. Mais les puissances étrangères du Nord préfèrent toujours responsabiliser l'une d'elles par influence politique, historique ou coloniale. C'est ainsi que la France, c'est la Côte d'Ivoire, c'est le Sénégal et les autres. Les États-Unis, avant de faire quelque chose au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, quoi qu'on dise, même s'ils cherchent à diminuer l'influence française, ils passent toujours par la France. De même la Belgique. Si la Belgique n'avait pas son champ, les Grands Lacs en l'occurrence, parce qu'on parle souvent de champs, eh bien, la Belgique serait peut-être au même niveau que la Hongrie sur le plan diplomatique, que d'autres petits pays d'Europe ou du monde. Mais le fait qu'elle ait été la puissance tutrice, qu'elle a continué à exercer beaucoup d'influence au Rwanda, au Burundi et au Congo, lui confie évidemment beaucoup d'autorité et la Belgique ne souhaite pas perdre cela. C'est là où réside la question. Si la Belgique, en tant que pouvoir colonisatrice ou tutrice, devrait avoir encore une influence. Mais j'en viens justement, je viens à cette question. Normalement, donc ça c'est le plan général. La Belgique est considérée comme
un pays ayant une certaine influence dans la région, et le monde dépend un peu des informations fournies par la Belgique pour faire des analyses et pour prendre des positions souvent. Il faut voir quand il y a des réunions internationales, les grandes consultations sur le Rwanda, le Burundi et le Congo, souvent, ça tourne aussi autour de l'ambassadeur belge, de la délégation belge, qui a son mot à dire. Tout le monde consulte la Belgique. Mais il se fait qu'au cours de cette histoire commune, la Belgique n'a pas eu que des facilités, n'a pas eu que des autoroutes. Hein. La Belgique a souvent aussi dû passer par des voies très, très étroites. Par ses erreurs ou par tout simplement la volonté des autres pays de réduire son influence. Rappelez-vous, avant l'indépendance même, la Belgique, qui était une monarchie, la Belgique a beaucoup soutenu la monarchie rwandaise et elle s'est même, je dirais, vraiment immiscée, cette fois-ci, le verbe immiscer. Mais ce n'est pas une immixtion puisque c'était son terrain. Mais la Belgique avait fini par prendre position sur les relations intercommunautaires, c'est-à-dire surtout entre les Hutus et les Tutsis. Rappelez-vous qu'à un moment donné, le résident belge avait dit que seuls les Tutsis pouvaient accéder à des fonctions administratives d'importance, parce qu'ils étaient les plus malins, parce qu'ils étaient les plus intelligents. Je le répète souvent, mais ce n'est pas pour... je n'ai pas vraiment d'arrière-pensée, mais c'est une réalité. Ça a provoqué des frustrations jusque dans les années 59, où la Belgique a été obligée de choisir un autre camp en se disant j'ai soutenu la royauté, la monarchie Tutsi, et maintenant elle me demande de partir, donc je me rabats sur les autres, tout simplement. C'était un point de rupture qui a pesé lourd dans le ressentiment que certains Rwandais ont à l'égard de la Belgique. Certains Rwandais, surtout du groupe Tutsi, n'aiment pas beaucoup les Belges parce qu'ils considèrent que les missionnaires belges, entre autres, ont joué un rôle capital dans le changement de pouvoir en 1959, 61, 62. Et ensuite, ça c'est un point de rupture hein, qui est important. Oui, au point de vue historique. Oui, tout à fait, au point de vue historique. Et puis, il y a eu surtout la guerre de 1990. N'oublions pas que pour le FPR, ce pays, la Belgique, est intervenu en octobre 1990 aux côtés des ennemis du FPR, c'est-à-dire aux côtés du gouvernement et de l'armée rwandaise du président Habyarimana. Ça ne s'efface pas, ça ne s'oublie pas. Et je sais bien que les fonctionnaires des ministères divers ou alors les autorités au plus haut sommet de l'État rappellent toujours à la Belgique cette intervention. Vous savez, la première remarque qu'on m'a faite en arrivant à Kigali en juillet-août 1994, c'était de me rappeler que j'avais quand même, en tant qu'ambassadeur, fourni des armes françaises, comme si c'est moi qui les fabriquais, aux troupes gouvernementales, et que ces armes ont pu, et l'ont fait effectivement, tuer beaucoup de soldats du FPR. La Belgique est intervenue. La Belgique est intervenue, elle a pu contribuer quand même au reflux des militaires du FPR en Ouganda. Ça, c'est des choses qu'un Rwandais n'oublie pas. Les Rwandais sont très rancuniers. Et ensuite, au fur et à mesure, et au fil du temps, la Belgique a fini par se tourner contre le gouvernement du président Habyarimana en faveur du FPR. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Je parlais souvent avec l'ambassadeur rwandais à Bruxelles, Feu Ngari Ntwari, qui me disait que souvent, il avait du mal à se faire recevoir au ministère, alors que Birozagara entrait à tout moment au ministère des Affaires étrangères belge. Donc, ça aussi, ça a été une rupture, mais en faveur du FPR. Et puis après, le génocide commence et les militaires belges qui faisaient partie de la Minuar se sont retirés au moment où les massacres étaient vraiment à leur paroxysme. Donc, pour beaucoup de Tutsis, la Belgique a abandonné les Tutsis.
alors qu'elle avait les moyens de jouer Après tout, les troupes belges de la Minoire c'était eux qui devaient coordonner en fait les activités, surtout dans la ville de Kigali. Et ils se sont retirés. Ça ne s'oublie pas tout ça. Et sur les Belges, ça a une sorte de pouvoir psychologique qui, vous savez, quand vous avez commis une erreur fatale parce que du sang humain s'est répandu après leur départ, notamment à Leto, de Kichukiro, où était notamment le ministre rwandais des Affaires étrangères, Ngulezila. Ça ne s'oublie pas. Quand vous parlez avec les militaires belges qui étaient au Rwanda en ce moment-là, quand ils vous expliquent leur frustration et leur colère et le ressentiment qu'ils ont de ces incidents-là, ça vous donne l'image de ce que peut ressentir la Belgique en tant que pays ayant finalement donné l'ordre de retrait à ces militaires. Et donc, tout ça pèse sur le comportement des Belges, sur le comportement de la diplomatie belge, qui a développé, je pense, une sorte de symptôme de faute commise et irréparable. Et donc, ils sont obligés de prendre le profil bas, un peu comme certains autres pays, même les Américains. Hein, vous savez, les Américains, sauf qu'ils ont les moyens de calmer les jeux, de calmer les choses, hein, en donnant des cadeaux, en soutenant diplomatiquement le Rwanda. Mais même les Américains se reprochent quand même l'attitude du président Bill Clinton à un moindre degré, parce qu'eux n'avaient pas de militaires au Rwanda. Donc je pense qu'il y a un aspect psychologique et aussi un poids de l'histoire coloniale, la façon dont la colonie, ou plutôt la tutelle belge a été exercée, la manière dont la Belgique a toujours choisi un camp contre un autre. Et puis maintenant, le complexe naît de 1994, avec le retrait brusque et inexplicable d'ailleurs des troupes belges de la Minoire. C'est ce que je pense, hein, c'est ce que je pense. C'est pourquoi ils y vont toujours doucement, lentement. Ils n'osent pas offusquer ou alors tout simplement gêner le Rwanda, ce pays qui leur donne de la force sur le plan diplomatique international, mais aussi ce pays qui leur rappelle toujours l'histoire de 1994 et de la révolution de 1959. On lui prête aussi d'avoir aidé les Hutus à chasser les Tutsis en 1959. Tout ça, c'est lourd. C'est lourd. Et voilà un peu mon analyse. Maintenant, on peut poursuivre l'analyse. Il y a certainement beaucoup d'autres raisons, beaucoup d'autres choses. Mais quant à savoir si la Belgique a vraiment essayé de défendre un peu trop le cas de Rusesabagina, moi je dis le contraire, hein, parce que même la famille de Paul n'a pas été très très satisfaite du rôle joué par la Belgique. Je pense même que l'Union européenne a fait plus. C'est le sentiment en tout cas que montre ou qu'a la majorité des Belges, c'est que la Belgique donc n'a pas beaucoup aidé pour le cas de Rusesabagina. Alors, entendre que c'est elle, la Belgique, qui a été réprimandée, alors que d'autres qui ont fait plus que défendre Rusesabagina, donc n'ont rien eu de la part du gouvernement rwandais, c'est ce qui a étonné les gens qui ont lu cette dépêche de Belga. Merci de nous avoir bien expliqué donc comment le poids de l'histoire fait que la Belgique, justement, devant le Rwanda, se trouve dans une position très délicate, si pas de faiblesse, mais en tout cas de tolérance extrême pour certaines choses. Maintenant, je crois que nos auditeurs ou nos téléspectateurs comprennent mieux le pourquoi justement de cette attitude de la Belgique. Nous allons passer au deuxième sujet de la soirée, si vous le voulez bien. Je voudrais juste ajouter un petit élément. Oui, si vous avez quelque chose à ajouter. Capital, hein, mais il y a dans cette affaire de Paul Rusesabagina un autre aspect qu'on ne souligne pas souvent.
c'est le fait que la personne qui a aidé au kidnapping de Paul Rusesabagina, c'est un résident belge aussi. Je ne sais pas s'il est belge, en tout cas, il est résident en Belgique. C'est un pasteur qui dit qu'il est résident régulier en Belgique et qui a participé quand même à un kidnapping international. C'est un enlèvement. Bon, je n'ai pas encore entendu la Belgique lever le ton, par exemple, hausser le ton, pour dire cette personne-là, il nous la faut parce qu'elle a enfreint les lois internationales à partir de notre territoire, en fait. Parce qu'il y a aussi un aspect d'espionnage. Cette personne, ce pasteur, qui n'en est pas un, à mon avis, a raconté comment, pour le compte des services secrets rwandais, il a pendant quelques années espionné Paul Rusesabagina. Et il l'a fait. Le ministre de la Justice du Rwanda a admis effectivement que cette personne était payée, hein, que tout ce qu'il faisait était payé par le gouvernement rwandais, par les services de police du Rwanda. Et tout cela se faisait à la barbe des policiers belges, à la barbe des services secrets belges. Et on ne dit pas qu'il sera poursuivi. J'imagine qu'il y aura quand même une action contre lui. Mais il faudrait que ça se dise. Il faudrait que les Rwandais sachent que les Rwandais, surtout la communauté rwandaise des réfugiés rwandais en Belgique, sachent qu'ils ne sont pas ils ne sont pas en proie à des espions qui se trouvent partout au nez et à la barbe des services belges. Il faut vraiment qu'on mette fin à cette sorte de harcèlement qui se traduit finalement, même si certains ne voient pas la gravité de cette affaire, mais ça commence par des petits harcèlements, des articles de presse contre la communauté rwandaise, des professeurs qui s'expriment, qui traitent les Rwandais de nazis, et ça finit par des kidnappings. Il faut qu'on le sache. Il faut que et maintenant aussi, il faut que les Rwandais qui se trouvent en Belgique sachent que l'affaire de Constantin Nyamwongere, ce n'est pas une affaire bénigne. Tout ça a commencé en Belgique. Donc, s'il y a eu kidnapping, il y a eu un début et une fin. Tout ça a commencé à Bruxelles, à Forêt, et à Krenem. Et ça a fini à Dubaï et à Kigali. Donc, il faut que ça devienne une affaire. Pour que la Belgique, justement, s'investisse pour éclairer cette histoire. Mais elle se retrouve, je parle de la Belgique, elle se retrouve vraiment frileuse par rapport au gouvernement rwandais pour entrer dans le vif dans la défense de son concitoyen ou de ses concitoyens. Je pense que la Belgique, comme vous venez bien de le dire, devrait prendre les choses en main parce que le kidnappeur, il est belge. Donc, en tout cas, il a résidence en Belgique. On l'a bien dit, c'est un Belge. D'accord. Oui. Et le kidnappé, il est belge. Je ne vois pas comment l'ambassadeur de Belgique ne s'investirait pas dans la situation aussi sérieuse causée par du début jusqu'à la fin, où des deux parties donc de citoyens belges qu'on le réprimande. Je ne vois pas pourquoi on interdit de s'immiscer dans cette histoire, alors que normalement, je pense que c'est la Belgique qui devait juger ces deux citoyens qui, bon, bien sûr, s'il y a une autre partie lésée, je ne veux pas le dire Rwanda, ils peuvent intervenir, mais selon les normes de la loi internationale, surtout de la déportation, qui n'a pas été respectée, une loi qui n'a pas été respectée. Donc, qui devait mettre normalement le Rwanda en position de faiblesse mais ce qui est étonnant, c'est comment le Rwanda, justement, se met au-dessus de la Belgique et la réprimande. C'est le know-how rwandais, surtout du FPR. Donc, Kagame a le secret parce qu'il arrive toujours à retourner ses fautes et à les mettre sur le dos des autres. Voilà.
Un kidnappeur missionné par le gouvernement rwandais, il vient en Belgique, il fait son business, il trompe sa victime, il l'amène à Dubaï et puis à Kigali, et c'est le Rwanda qui se fâche. Vous comprenez? C'est le Rwanda qui se fâche. Donc là, c'est vraiment le know-how, comme ils disent. Ils ont le savoir-faire. Ils apprennent, vous savez, un jour, hein, je me rappelle, quelqu'un qui était secrétaire général du FPR, hein, et qui a fini par quitter le pays, il avait raconté à une conférence en Belgique que j'avais suivie en disant, vous savez, au sein du FPR, on nous apprenait à mentir. Surtout quand on se retrouve en face des Blancs, disait-il, je traduis, hein, il a dit, lorsque vous vous trouvez en face des Blancs, ou d'un Blanc, qui commence à reprocher au FPR les violations des droits de l'homme, ou ceci ou cela, alors il a dit, l'attitude qu'il faut prendre, c'est d'ouvrir les yeux, de le regarder en face et de lui dire, d'ailleurs, vous avez aidé les génocidaires. Et le Blanc s'effondre et il n'a pas de réponse. C'était Eugène Rudasingwa qui avait raconté ça à Bruxelles, dans une salle où il tenait conférence avec ses amis des autres partis politiques. Et ça nous a beaucoup appris. Ça nous a appris, ça nous a fait comprendre comment tout ça est étudié et ils connaissent vraiment la psychologie de ceux qu'ils appellent les Blancs, c'est-à-dire les Occidentaux. Oui, et ça joue, et c'est efficace. Malheureusement, ou heureusement, nous, on ne sait pas le faire. Ce que je voulais dire, c'est que on peut reprocher à la Belgique d'avoir pris un profil bas, mais qu'en est-il de la communauté rwandaise de Belgique? Est-ce que nous, on a pris, disons, l'importance de ces kidnappings par un Belge? Moi, par exemple, jusque-là, j'ignorais que Constantin Nyamungele était belge. Disons que le processus est en cours et que, selon les informations que j'ai, il y a un procès, il y a eu plainte avec des parties civiles. Ouais. Et ici, en Belgique, c'est Maître Lurquin, Vincent Lurquin, qui a donc porté plainte. Parce que quand il y a détournement d'avion, et kidnapping sur le sol d'un État étranger, encore d'un citoyen belge et pas n'importe quel citoyen, parce qu'on connaît quand même le profil de la personne qui a été kidnappée. Je pense que donc, c'est une affaire à suivre et qui va nécessairement faire parler d'elle. Les Rwandais qui sont en Belgique, je ne vois pas ce qu'ils peuvent faire. C'est apprendre à regarder ces gens en face avec des yeux bien ouverts et leur dire la vérité. Peut-être qu'ils vont. C'est ce que nous faisons. Les émissions que nous faisons ici en français, nous les donnons aux députés belges, nous les donnons aux politiciens belges pour que ça puisse quand même leur ouvrir les yeux. Donc, c'est tout ce que, jusque-là, en tout cas, le citoyen belge d'origine rwandaise peut faire, c'est de les aider à mieux comprendre justement ce que vous avez dit, le savoir-faire du FPR, parce que, et là encore, on peut se poser des questions sur ce savoir-faire, parce que je ne crois pas que le monde est aussi naïf que ça. Je pense plutôt que le monde a trop longtemps, depuis 27 ans, a trop longtemps. D'ailleurs, la preuve, c'est que les institutions maintenant commencent à pointer vraiment du doigt le FPR, disant non, ça ne va pas, les droits de l'homme sont bafoués, il y a des kidnappings, il y a des disparitions forcées, il y a des meurtres. Donc, c'est que la communauté internationale a ouvert les yeux. Maintenant, c'est un point important justement de cette attitude du FPR. Je pense que son savoir-faire, entre guillemets, est en train de devenir plutôt un affaire pour le FPR. Et ça devait arriver un jour. Rassurez-vous, Aloïse, ce que nous disons pour la Belgique est aussi valable pour la France et les autres. Hein. En France aussi,
c'est pareil, on se demande parfois ce que fait le FPR pour que ces activités contre la communauté rwandaise de France passent inaperçues. Ou soit inaperçues, mais qu'on ne fasse rien. C'est aussi le même contexte. Hein, et ce qui est valable pour la Belgique, je pense, mutatis mutandis, c'est aussi valable pour la France. Hein. Absolument, absolument. On va peut-être en parler tout à l'heure, si vous le voulez bien. Justement, en jambon vers le sujet justement qui parle de la relation rwando-française et qui elle aussi, hein, comme celle de la Belgique, qui elle aussi se fait parler d'elle, cette relation où le ministre des armées, plutôt le chef d'état-major des armées françaises, le général François Lecointre, a dernièrement, c'était dernièrement en tout cas, on l'a lu dans un article d'avant-hier, a vraiment tapé sur la table parce que, d'après lui, trop c'est trop. Le rôle de l'armée française pendant le génocide a été d'essayer d'aider ceux qui étaient dans la détresse, donc ceux qui étaient en danger de mort. La mission turquoise, entre autres, a été une mission de sauvetage et c'était même pas une mission de la France, c'était une mission de l'ONU. Alors lui, il a vraiment haussé le ton pour dire que ces calomnies devaient cesser. C'est pas la première fois, monsieur l'ambassadeur, que certains militaires français élèvent le ton, mais disons, les voix qui les accusent continuent. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Expliquez-nous, vous qui êtes français, diplomate, pourquoi cela continue de vraiment que ce soit les Français de France, que ce soit les Rwandais eux-mêmes du Rwanda, le gouvernement rwandais, et pourquoi ils continuent d'accuser la France qui met tout en œuvre pour leur expliquer qu'elle n'a rien à faire avec tout ça. Il y a des témoins, il y a des preuves matérielles. Dernièrement, ils ont ouvert les archives qui étaient classifiées. Qu'est-ce qu'il faut que la France fasse? D'après le général, je pense qu'il en a. Il n'est pas le seul vraiment à en avoir marre, je crois, en avoir marre de cette accusation perpétuelle. Vous avez raison. Vous savez, le général Lecointre, c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, qui connaît beaucoup de choses, naturellement, parce qu'il est quand même le chef d'état-major des armées françaises. Excusez-moi du peu. Donc, ce n'est pas n'importe qui. En plus, il connaît la situation parce qu'il a fait partie de la mission turquoise. Il n'était pas général à l'époque, mais il faisait partie de façon active de la mission turquoise. Donc, il a vu et il a fait des choses et il sait ce qu'il a fait, il sait ce que ses collègues ont fait. De toute façon, vous savez, ça ne doit pas nous étonner à ce jour de tous les militaires de turquoise. Il n'y a qu'un seul, dont je ne vais pas citer le nom, qui s'est retourné quelques années plus tard pour raconter que Turquoise était allé au Rwanda pour chasser le FPR. Mon Dieu, quel mensonge! Chasser le FPR en créant une zone humanitaire de sécurité sur le long de la frontière, plutôt le long de la frontière congolaise et aussi évidemment du lac Kivu, à Tchangougou, Kibuye, Gikongoro. Eh bien, je pense que si la France avait voulu stopper l'avancée du FPR, elle aurait pu le faire depuis le mois d'avril. Parce que moi, je le sais, le gouvernement mis en place le 9 avril et l'état-major de l'armée rwandaise ont tout fait pour que la France intervienne. C'est moi qui portais les messages de toute façon. Donc, les messages dont certains, je les ai encore par écrit. C'est moi qui portais les messages. C'est moi qui allais voir le ministère, le Quai d'Orsay.
l'Élysée, les conseillers de l'Élysée, tout en disant à mes amis de Kigali, écoutez, si vous voulez que la France intervienne, arrêtez d'abord les massacres. Et eux me disaient, mais nous sommes dans un cercle vicieux. On n'a pas de militaires pour les faire intervenir parce qu'ils sont engagés au front avec contre le FPR. Ce qui était vrai quelque part, sauf que quelques militaires aussi ont dû participer, je pense, au massacre. Le FPR a beaucoup joué là-dessus. Ils ont joué sur le cercle vicieux qui a fini par étrangler l'armée rwandaise, en fait. Et la France me disait, à chaque fois que j'ai demandé, que j'ai soumis les demandes, c'est-à-dire jusqu'au 17 avril, la France me disait, nous ne pouvons pas intervenir dans votre pays tant qu'il y a le massacre de populations civiles. Ça, je suis vraiment radical à cet égard. La France n'a jamais voulu stopper l'avancée du FPR. La France s'était retirée, en tout cas les troupes françaises, combattants, enfin, les troupes françaises. La dernière opération était partie du Rwanda le 15 décembre 1993. Et pour la France, pour le président Mitterrand et son gouvernement, celui de Chirac en tout cas, plutôt de Balladur, c'était terminé. Le Rwanda appartenait aux Nations Unies. Pour la France, c'était terminé. C'était à la limite, moi c'est l'impression que j'avais, c'était un bon débarras. Qu'est-ce qui a fait changer d'avis la France justement pour organiser, faire une proposition à l'ONU pour organiser la mission turquoise par après? Ça c'est après, ça c'est après, je parle du retrait de la France parce que c'est important à dire que la France n'avait plus de présence militaire au Rwanda lorsque le génocide a commencé, lorsque le président Habyarimana a été assassiné. Il y avait, comme tous les autres pays, quelques assistants techniques, militaires, mais il n'y avait plus de troupes. Elle s'était retirée à la demande d'ailleurs des deux belligérants, des parties belligérantes. Et le FPR le reconnaît, je pense. Hein? Ils le reconnaissent, mais même les quelques militaires qui étaient là, pour eux, c'était une présence militaire. Ils tiennent à le dire comme ça, c'est leur force en fait. Et chaque fois qu'ils ont des difficultés, vous savez, le FPR, il a les moyens d'allumer un contre-feu qui s'avère plus destructeur que le feu lui-même, le feu principal. C'est ça sa force. Là, le feu, c'est le constat fait par la communauté internationale, les violations des droits de l'homme, les assassinats des personnalités politiques, des journalistes, des activistes de la société civile, les kidnappings. C'est tout ce qui se passe aujourd'hui qui constitue le feu, qui arrive sur le Rwanda, qui arrive sur le régime de Kagame. C'est peut-être même la santé du chef de l'État. C'est beaucoup de choses. Et le FPR, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il choisit comme moyen? Contre-feu. Il allume des contre-feux partout. Le problème, c'est que ces contre-feux, quand ça s'allume contre des pays comme la France, comme la Belgique, les États-Unis, ça marche. Le Rwanda ne peut pas allumer un contre-feu contre la Russie. La Russie n'a aucune responsabilité dans ce qui s'est passé au Rwanda en 1994. La Chine non plus. Avec ces pays-là, ils ne jouent pas le contre-feu. Mais avec la France, la Belgique, ça réussit parce qu'ils disent à la France, vous savez, vous étiez là en 90, vous avez aidé les génocidaires. Parce que pour le gouvernement rwandais, le génocide a commencé le 1er octobre 1990. Hein. Sachez-le, dans les lois du pays, c'est comme ça que c'est défini. Et donc la France, en intervenant le 4, 5 octobre 90, eh bien la France est intervenue pour aider les génocidaires. Oui. Et ça fout la trouille à tout pays qui s'entendrait rappeler qu'il a participé à un génocide. C'est le contre-feu principal. Deuxième contre-feu, c'est évidemment que la France, que les troupes françaises se seraient battues aux côtés des militaires rwandais. Et que donc ils ont tué ceux qui venaient arrêter le génocide. Ça, c'est de 91 à 94. Là aussi, c'est pas vrai, mais ça tient. Ça tient. Le FPR, il ne se gêne pas pour lancer un tel mensonge parce qu'il faut sauver sa peau quoi, pour le FPR. C'est la première chose qui compte. Autre contre-feu aujourd'hui, c'est en 94, la mission turquoise n'était pas une mission humanitaire. Elle était venue pour arrêter ceux qui arrêtaient le génocide.
ouais, c'est un enchaînement de mensonges qui arrivent, hein, à jouer, et surtout aux oreilles d'une certaine catégorie d'Africains. En Afrique de l'Ouest, les arguments du FPR sont imparables. Tout le monde les croit. Tout le monde pense que la France est intervenue au Rwanda pour stopper ceux qui venaient arrêter le génocide. Évidemment, c'est grave, ça. Vous voyez, des révolutionnaires venant d'Ouganda comme des messies, des gens qui viennent sauver le peuple rwandais d'un génocide. Et vous les empêchez de prendre le pouvoir. C'est ça. Le génocide n'avait pas encore eu lieu, je pense. Ah non, mais eux, ils disent, le gouvernement rwandais, et si vous avez suivi l'interview donnée récemment par Jean-Damascène Bizimana, le grand maître du génocide, hein, celui qui protège le Rwanda contre le génocide à venir, eh bien, il a expliqué que le génocide avait commencé en octobre. Peut-être parce que j'avais fait des émissions là-dessus, il s'est dit, il vaut mieux confirmer ça et en défendant notre logique. Parce que moi, je disais que c'était le grand mensonge du siècle. Et lui, il est parvenu à dire aux naïfs que ce n'était pas un mensonge, que réellement le génocide avait commencé en 80, au moins dans sa partie planification et début de mise en action. Parce qu'il a expliqué que certains massacres de Tutsis de 91, 12, etc., ou Guessera, que ça faisait partie du génocide de 94, en définitive. Pour cette fois-là, il n'est pas rentré dans les massacres des gens en 59 ou je ne sais pas, ou Tchouchou. Il s'est contenté de 90 pour coincer la France et la Belgique. Vous savez, ils utilisent les mêmes arguments, hein, au Congo. Quand ils vont négocier avec les Congolais, ils leur disent attention, ce n'est pas nous qui sommes venus vous chercher. Vous êtes venus aider les génocidaires en 90. Je vous assure que même les Congolais qui connaissent la vérité, ils se disent mais si ça va plus loin, nous serons aussi des génocidaires. Et donc, le génocide, ce n'est pas une chose on ne joue pas avec le génocide. Hein. C'est comme si tout d'un coup, par ce génocide, le FPR avait gagné le gros lot sur le dos de nos mamans, de nos papas, de nos cousins, de nos oncles, nièces et parents en général assassinés par ceux qui une arme de destruction massive contre toute velléité internationale. Ah oui, c'est une arme de destruction massive. Et que le FPR ne se prive pas d'utiliser. Il faut le savoir. Et le dire une fois encore, ce n'est pas minimiser le génocide de 94. C'est au contraire essayer de revenir à l'important, à l'essentiel. On ne peut pas comparer les événements de 94 à la mort de 2 ou 3 personnes dans telle commune, même 20 ou 30 ou plus, dans les années 90-11. Parce que dans la partie contrôlée par le FPR, c'était la même chose. Mais les autres ne savent pas utiliser ces arguments. On n'ose pas dire que le FPR a commis un génocide. C'est ça aussi. Il y en a qui sont des maîtres du mensonge et de la manipulation, et d'autres qui sont timorés. Parmi ceux qui sont timorés, c'est ceux qui étaient au pouvoir, qui ont reçu, ils l'ont peut-être cherché, je ne sais pas, sur la figure, l'ignominie du génocide. Et puis il y a le FPR qui est l'ange qui est venu sauver les Tutsis de ces assassins. Voilà, ils se sont drapés d'habits de défenseurs de la justice et du bien contre les mauvais qui étaient dans le mal en 94. Alors, revenons à la France. La France, ce que la déclaration du général Lecointre, moi je souhaiterais, j'aimerais qu'elle soit reprise par les autorités politiques en fait. Lui, c'est un général qui défend la vérité, qui défend l'honneur des troupes auxquelles il a appartenu, l'honneur de l'armée qu'il dirige aujourd'hui. Mais derrière, il y a la France. Et ce n'est pas une question d'honneur, hein, c'est une question de vérité. Pour moi, le silence des autorités françaises devant ces mensonges, chaque fois que la France est accusée de contribution, ou de contribution active, hein, ou de participation même, de co-auteur au génocide, eh bien, les autorités politiques du pays, quand elles se taisent,
C'est un aveu. C'est un aveu, Monsieur le Président de la République, Monsieur Macron. Quand vous ne dites rien, lorsque la France est accusée de participation, c'est un aveu tacite. Exactement. C'est un aveu. On ne peut pas badiner. On ne peut pas se taire lorsqu'un pays comme la France, qui a été aux avant-gardes pour arrêter ce génocide, le seul pays au monde, le seul pays de la communauté internationale, de l'ONU, du Conseil de sécurité, qui a sauvé des Rwandais, le seul pays. Il n'est pas possible, il n'est pas acceptable que le président Macron, que les ministres qui connaissent la vérité, que le président Sarkozy, qui était porte-parole du gouvernement en 1994 et qui était chargé d'expliquer la raison d'être de la mission turquoise, ce n'est pas normal que toutes ces personnalités se taisent et laissent la France être insultée par des tueurs sans foi ni loi. C'est pas normal. On ne va pas peut-être entrer dedans dans une certaine mesure, mais on peut dire aussi que le climat politique interne à la France n'est pas favorable à l'objectivité, à la vérité, à l'établissement de la vérité. Je pense que ce sont ces mouvements politiques, ces rivalités politiques qui font que peut-être la France ne sait pas parler comme une seule nation et élever sa position par rapport à ces accusations. Je pense, non, moi, je pense que je ne crois pas aux rivalités internes. Lorsque l'honneur de la France est concerné, surtout quand ce n'est pas une question d'honneur-honneur, c'est une question d'honneur fondée sur la vérité. Il n'y a pas, je ne connais pas une autorité française, de quelque parti que ce soit d'ailleurs, qui ait jamais pu dire que la France a participé au génocide. Sur ce sujet, ils sont tous d'accord. Mais ils n'osent pas le dire. Ils n'osent pas le dire parce qu'il y a là aussi... tout à l'heure, nous avons parlé pour la Belgique de l'attitude. En France, on dirait que certaines personnes ont été retournées. On ne sait pas. Ceux qui pensaient que la France avait fait son devoir en 1994, aujourd'hui, certains pensent qu'il vaut mieux ne rien dire. Non pas que, en le disant, il s'attirait la colère de l'opposition ou de la majorité au pouvoir. Non, non. Mais parce que... La question du FPR là-dedans, parce que le FPR, nous savons que, d'ailleurs, vous l'avez bien dit, ils sont maîtres de l'infiltration. Ils infiltrent, ils font du chantage, ils séparent, ils divisent, ils dépassent aussi les frontières. Est-ce que la main du FPR, comment vous la mesurez dans tout ça? Elle est omniprésente. Hein? Elle est omniprésente. Nous, on la sent. On sent la main du FPR dans les persécutions ou les harcèlements que nous subissons au quotidien. Au quotidien de la part du gouvernement, non. Mais de la part de certains lobbies identifiables et identifiés, de certaines presses. On la voit à travers la censure médiatique, parce que chaque fois qu'il y a des événements qui concernent le Rwanda, je peux vous donner toute une liste de magazines ou de journaux ou même de chaînes de télévision qui m'ont, moi, personnellement informé que j'étais sur liste rouge, que je ne pouvais plus intervenir pour expliquer, pour parler du Rwanda, parce que le Rwanda l'a demandé. J'ai des preuves en plus. Et ce n'est pas que moi, c'est mes compatriotes qui ne sont pas du côté du FPR, c'est-à-dire ceux qu'on appelle globalement les opposants, même quand ils ne sont pas opposants, même quand ils se soucient tout simplement du respect des droits de l'homme dans notre pays. Ça passe par l'acharnement de certains journalistes, le mensonge à travers certains livres à qui on donne beaucoup de
beaucoup d'ampleur médiatique. De publicité, oui. On leur fait de la publicité. On fabrique même des écrivains. Quelqu'un d'autre écrit le livre, mais on va chercher un Rwandais ou une Rwandaise qui va porter le nom de l'auteur. On va lui donner. Alors là, toutes les chaînes de télévision lui sont ouvertes. Les maisons d'édition, vous savez, il n'y a pas que nous d'ailleurs. Rappelez-vous le cas de Madame Judy Revers lorsqu'elle a voulu éditer son livre en France, faire éditer son livre par une grande maison d'édition qui avait accepté, mais qui à la fin a dit non, on ne peut pas. On nous demande de ne pas le faire. Ce n'est pas le gouvernement français qui a demandé ça. Ce sont certains lobbies qui se sont coalisés, qui ont fait des pétitions, qui ont écrit des lettres de protestation à la maison d'édition. Et pour finir, cette maison d'édition, que je ne vais pas citer ici, a fini par craquer et elle a laissé tomber Judy Revers. Il a fallu une maison d'édition qui n'est pas la plus grande de France, mais dont les responsables sont des gens courageux, pour éditer son livre, L'éloge du sang. Alors ne parlons pas de nous. Nous, certains d'entre nous ont arrêté d'écrire des livres, hein, alors qu'on a des choses à dire, parce que tout simplement, on s'est dit, mais on va écrire et puis ce ne sera pas lu. Ce ne sera pas édité. On utilise nos moyens, nos petits moyens, pour essayer de faire passer le message. Mais je pense que ça ne va pas continuer comme ça. Je crois que trop, c'est trop. Après 27 ans. Après 27 ans. Après 27 ans. Après, même plus. Mais... Justement, ils n'ont pas encore établi le rôle de la France vraiment dans le génocide rwandais. Ils ne peuvent pas l'établir parce qu'il n'y en a pas. Oui, parce que c'est ce que j'allais dire. Vous m'ôtez les paroles de ma bouche. Si à 27 ans, ils n'ont pas encore trouvé, c'est qu'il n'y a rien. Alors, ce n'est pas que pour la France, même nous, individuellement parlant. Le gouvernement rwandais utilise toujours la même stratégie. Ils vont vous affubler de qualifications, ils vont vous dire que vous êtes un génocidaire, que vous êtes un voleur, que vous êtes un violeur d'enfants, que vous êtes ceci. Et ils disent, prouvez que ce n'est pas vrai. Vous n'êtes pas poursuivi en justice, ils ne veulent même pas vous poursuivre. Même quand vous voulez demander qu'on vous poursuive, ils disent, ce n'est pas ça l'important, messieurs. Prouvez que vous êtes innocent, prouvez que ce n'est pas vrai. Et c'est ce qui se passe aussi avec les pays amis. Ils ne demandent pas que la France, et d'ailleurs la France le sait, la France ne peut pas prouver qu'elle n'a pas. À travers les archives, la commission chargée de celle-ci, effectivement, pourra, si elle le veut, si elle est de bonne foi, elle peut prouver que la France n'a pas participé au génocide, ni de près ni de loin. Qu'au contraire. Mais imaginez, là je parle vraiment à nos téléspectateurs. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, chers amis africains et autres, beaucoup d'entre vous ne savent pas que la France est le seul pays, avec l'aide de quelques pays africains, Sénégal, Tchad et autres, ce sont les seuls qui ont accepté d'aller au Rwanda pour sauver ce qui pouvait l'être encore. Et ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Là où ils sont intervenus, en partie, c'était dans ma préfecture d'origine. Et je suis allé visiter les troupes de Turquoise. Et je les ai vus à l'œuvre. J'ai demandé à mes compatriotes, j'avais mes cousines, mes cousins qui ont été sauvés par les troupes françaises. Et aujourd'hui, on veut nous convaincre que la France a participé au génocide, alors que c'est la France qui a désarmé les miliciens, qui a assassiné nos frères et sœurs. La France a chassé du territoire rwandais l'ancien gouvernement qui était politiquement responsable de ce génocide, même si individuellement les ministres ne sont pas tous des génocidaires, mais politiquement, en ce moment-là, on disait c'est eux les responsables de ce génocide. La France, on accuse la France de ne les avoir pas arrêtés. Ce n'était pas sa mission. Les troupes de Turquoise étaient au Rwanda pour arrêter les massacres. Et elles l'ont fait. Elles ne pouvaient pas s'occuper d'aller arrêter les génocidaires, parce que ce n'était pas leur rôle, en laissant les autres génocidaires à l'œuvre, continuer à assassiner les victimes. Ce que les troupes françaises ont fait avec les Sénégalais, Tchadiens, Centrafricains et certains autres, c'est d'abord renforcer un camp qui a été le camp de ralliement de toutes les victimes
que les Français allaient parfois chercher dans les forêts, dans les marais et partout où les Tutsis se cachaient. Quelques dizaines de milliers de Tutsis et beaucoup de Hutus sauvés qui étaient poursuivis par les miliciens interahamwe. Et c'est ce pays aujourd'hui qui est accusé par le gouvernement rwandais d'avoir contribué au génocide. Je ne suis pas l'avocat de la France, hein, parce qu'il y a des bons avocats français, parce que le gouvernement devrait se suffire s'il voulait bien le faire. Il suffirait de hausser le ton un tout petit peu pour dire la vérité à Kagame et à son gouvernement, et vous verrez que les choses changent. Le mensonge pourrait reculer vraiment durablement, et la vérité, enfin, serait connue, et surtout le rôle du FPR de Kagame dans ce génocide. Donc, le feu qui devrait assaillir le FPR, une fois encore, je le répète, le FPR a des stratégies pour créer des contre-feux qui souvent reviennent avec plus de force et qui brûlent ceux qui devraient pouvoir dire la vérité. C'est ça le problème. Donc, je lance vraiment un appel aux autorités françaises et aussi à nos compatriotes qui sont en France et ailleurs, de dire la vérité à la France, hein, de réveiller un peu la France. Ce n'est pas que la France qui est concernée, c'est nous tous en fait. C'est surtout aussi les parents des victimes qui ont été massacrés avant l'arrivée de la France, malheureusement, parce que le FPR, les États-Unis, le gouvernement Clinton, ne voulait pas qu'on envoie des troupes pour arrêter les massacres. Il a fallu l'insistance. Je le répète, parce que je l'ai déjà dit, j'étais à New York à la veille du vote de la résolution qui a mis en place Turquoise. J'ai été aux Nations Unies pour essayer de porter ma petite contribution. Mais non, il y avait toujours le FPR, les représentants américains aux Nations Unies qui disaient ouais, on n'a pas assez d'argent, laissez-les mourir. Et le FPR disait non, 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 laissez-les mourir. Ce qui est important, c'est que nous prenions le pouvoir. Et c'est le seul pays, la France. Il y avait aussi l'argument qui disait que le génocide est déjà... Que c'était terminé depuis longtemps, qu'il n'y avait plus de Tutsis. Et donc, qu'il n'y avait pas à intervenir. Qu'il n'y avait plus de Tutsis au Rwanda. Ça, c'est un argument, ça figure dans des lettres. C'est officiel, hein? C'est officiel. On n'est pas... Ça figure dans des lettres que Kagame a envoyées au Conseil de sécurité pour demander qu'on n'envoie pas des troupes chargées d'arrêter le génocide. Donc, c'est celui-là, à mon avis, qui devrait être poursuivi. C'est celui-là, le vrai contributeur au génocide. Ce n'est pas la France qui a sauvé nos parents. C'est mon point de vue, en tout cas. Et je suppose que beaucoup de Rwandais pensent comme moi et que bientôt, la vérité se saura. Monsieur l'ambassadeur, je voudrais vous demander de nous éclaircir sur une autre façon de voir les choses. Et si le FPR s'investissait dans tout cela pour faire taire donc, les gens qui pourraient se poser des questions sur ses propres méfaits. Donc, c'est précisément ça. Ces actions qu'il mène à l'étranger, qu'il mène dans les gouvernements européens, dans les organisations internationales, et tout ça, et si c'était pour couvrir quelque chose, justement, une face du FPR qui ne veulent pas que cette face se sache, qu'elle soit découverte. Est-ce que ça ne serait pas en tout cas une raison qui peut expliquer la motivation du FPR d'attaquer à tout azimut les Occidentaux? C'est exactement ce que je disais, c'est la stratégie du contre-feu. C'est-à-dire qu'ils envoient leur bataillon de mensonges pour précisément se préserver cette vérité qu'ils ne veulent pas qu'elle leur tombe dessus. Je vais vous donner un autre exemple. Parce que cette stratégie, elle marche à tous les coups. Ceux qui ne le voient pas devraient se réveiller. Lorsqu'on accuse le FPR de chercher à occuper une partie du territoire congolais,
ce qui est vrai, puisqu'il l'occupe déjà. Le président Kagame dit, mais non, nous sommes des faiseurs de paix. Regardez, nous sommes partout dans le monde pour aider les Maliens, pour aider les Centrafricains, les Somaliens, les Soudanais, partout. Nous sommes partout pour aider les Africains à avoir la paix chez eux. Pourquoi ferions-nous le contraire chez nos voisins immédiats? C'est exactement la même stratégie. Et les gens disent, ben, au fait, oui, c'est vrai. Le Rwanda, c'est un pays exemplaire, c'est un faiseur de paix. Les Sénégalais disent, ah oui, c'est vrai. Le Rwanda, il est à côté de nous, là. Savez-vous que récemment, on a même lancé une... Mais je pense que c'était de la spéculation. C'était de la spéculation. On disait que Kagame aurait proposé à Macky Sall de lui envoyer des troupes pour neutraliser les rebelles de Casamance. Enfin, moi, je n'y ai pas cru. Hein. Mais quand je vois la nature des bonnes relations existantes entre Kagame et Macky Sall, je me dis pourquoi pas. S'il a pu convaincre Touadéra de lui envoyer quelques milliers de personnes, pourquoi ça ne serait pas le cas au Sénégal? Et ça, ce serait le coup de maître. Si Kagame envoyait 500 militaires qui neutralisaient les rebelles de Casamance et que le Sénégal retrouvait toute la forêt, eh bien, vous voyez le résultat, ce serait vraiment Napoléon, quoi, Napoléon qui conquiert toute l'Afrique. Eh bien, cette personne-là, cet homme qui fait la paix, qui aide les Africains à retrouver la paix chez eux, comment l'accuser ensuite de balkaniser le Congo? Ce n'est pas possible, c'est un faiseur de paix. C'est une stratégie qui fait peur. Hein. Alors, où trouve-t-il les moyens? Je ne sais pas. C'est peut-être l'énergie du désespoir aussi, parce que le FPR a tellement mal fait, il a fait mal à beaucoup de gens, surtout aux Rwandais, il a massacré tellement de monde que, comme vous le disiez tout à l'heure, Aloïse, ils se disent, mais où est-ce qu'on va aller le jour où ce sera su par tout le monde? Le jour où tout le monde va nous rejeter et va nous demander les comptes. Où est-ce que nous irons? Vous voyez, le général Numbi du Congo, qui n'a pas fait le millième, le millionième de ce que Kagame a fait, il est en train de se cacher au Zimbabwe aujourd'hui. Numbi, c'est le général, l'homme puissant de Kabila. Il est au Zimbabwe, il se cache. Et je pense qu'il va être remis aux autorités congolaises. Alors, l'exemple de Numbi et des autres, hein, de beaucoup d'autres officiers ou hommes politiques congolais qui sont en train de trouver des lieux de refuge, ça doit faire peur au FPR. Surtout qu'au Rwanda, les autorités rwandaises se sont enrichies d'une manière extraordinaire et scandaleuse. Donc, ils se disent, mais comme disait le président Bagaza à l'époque, il paraît qu'un jour, quelques Burundais, des ministres et autres ont dit au président, écoutez, monsieur le président, ça commence à faire, hein, ça commence à... les Rwandais, ils ont mis la main sur tout, ils ont même construit des usines, toutes les maisons de Giza ou d'ailleurs, ça leur appartient. Et le président Bagaza leur a dit, écoutez, les maisons n'ont pas de roues. Ces maisons, ça va toujours rester au Burundi. Laissez-les faire, laissez-les construire. Donc, dans tous les cas, toutes ces propriétés appartenant aux autorités du FPR et autres, un jour ou l'autre, ils vont les céder. Ils ont peur pour tout ça. Ils ont peur pour tout ça. Ils ont fait tellement de mal qu'ils ne peuvent plus changer. C'est impossible. Vous savez, comme les autres, comme mes amis de la société civile ou nos camarades des partis politiques en exil, nous demandons souvent le dialogue avec le FPR, mais vous comprenez bien que on le fait, bien sûr, parce que nous sommes des hommes de paix. Mais nous savons que le FPR ne peut pas accepter. Le FPR ne peut pas accepter de dialoguer avec son opposition, c'est impossible. Parce qu'ils savent que s'ils commencent d'entrer sur ce terrain-là, on va lui demander de quitter le pouvoir. Et ils ne peuvent pas quitter le pouvoir sans se dénuder, sans montrer toute leur laideur et montrer tous les crimes qu'ils ont commis contre le Rwanda et contre les peuples de la région. Je pense que ce jour viendra parce que
le mensonge finit toujours par s'autodétruire. C'est une question de temps, Tout quand à même fait. le dire Kagame. Alors, je pense que les Occidentaux devraient réfléchir vraiment à l'après-effet. C'est une question qu'on ne se pose jamais. Pourtant, cette question, elle est très importante parce que euh, les dégâts pourraient vraiment être irrémédiables. Donc, c'est cette question, on dirait que les Occidentaux ne la préparent pas, ne se la posent pas. Pourtant, c'est une question importante, monsieur l'ambassadeur. C'est une question importante, hein. C'est une question très importante, mais je crois aussi qu'ils ne vont jamais se la poser tant qu'ils ont leur compte dans, dans la situation. Ils sont satisfaits de la situation actuelle où il y a un dictateur qui fait ce qu'il veut, mais qui respecte parfois leurs intérêts, en tout cas les intérêts de certains, les grands de ce monde en tout cas, des hommes d'affaires puissants, des Belges, des Américains, des Anglais, des Congolais, et des gens qui ont un mot à dire dans leur pays en fait. Parce que là aussi, c'est une stratégie qui paye. Quand vous voyez les grands manias américains qui ont acheté des terres au Rwanda, qui ont construit des maisons, quand vous voyez je ne vais pas citer les noms, mais les réseaux de tel ancien premier ministre anglais, de tel ancien président français, de tel ancien ministre belge très puissant, ou de tel ancien premier ministre belge, eh bien, vous comprenez qu'ils ont réalisé un investissement durable, mais ce qu'ils ne savent pas aussi, c'est que toutes ces personnes changent de camp lorsque c'est nécessaire. À l'époque, je me rappelle, le président Abiyarimana avait beaucoup d'amis. Ce qu'il ne faisait pas, lui, c'était de corrompre ses amis. Mais il y a beaucoup de gens qui l'appréciaient et lui a pensé que c'était définitif. Il n'a pas investi dans la corruption. Il n'a pas investi. Quand vous voyez l'argent que le gouvernement rwandais paye à des médias occidentaux, notamment ici en France, pourquoi la vérité tarde à venir, notamment en France? C'est tout simplement parce qu'il y a une presse, des grands magazines d'intérêt africain ou occidentaux qui sont là pour colporter des rumeurs contre ceux qu'ils pensent être des opposants, ou alors qui vont à rebours de la vérité. Lorsqu'on dit que le FPR a fait ceci, ils écrivent des livres au moment opportun pour dire non, 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 le mapping n'a jamais existé. C'est des mensonges, le rapport mapping. Croyez-moi, c'est grave, quoi. Lorsque un grand journaliste, entre guillemets, ose écrire un livre où il raconte que le rapport mapping, que c'était un complot ourdi par les ennemis de Kagame, c'est vraiment incroyable. Alors que les Nations Unies y ont travaillé pendant des années. Quand on voit tous les rapports de Human Rights, d'Amnesty, de toutes les ONG de défense des droits de l'homme sur les crimes du FPR, et qu'un grand journaliste français écrive un livre pour dire tous ces gens-là, c'est des corrompus, ils ne savent rien. L'ange, le saint, c'est Paul Kagame, c'est pas ce. Mais vous dites, il ne peut pas le faire gratuitement, c'est impossible. On ne peut pas faire le tour du Rwanda, de la République démocratique du Congo, avec des arachides. Hein. On ne va pas loger dans des hôtels partout à Kisangani en payant avec des arachides. Hein. C'est de l'argent. Et je ne pense pas qu'un journaliste ait les moyens de financer cette opération sans l'aide d'un gouvernement étranger. Et c'est ce qu'on va voir bientôt d'ailleurs. Je pense que certains ont poussé ils sont allés dans l'outrance et ça va leur retomber dessus. Et peut-être que la vérité sera connue. Mais là, une fois encore, la grande responsabilité, c'est nous. Aloïs, vous avez dit, il faudrait que ces gens ouvrent les yeux. Oui, mais nous, est-ce que nous, les Rwandais, nous faisons tout? Est-ce qu'on n'est pas trop divisés? Est-ce qu'on n'est pas trop dispersés? Vous pensez que les gouvernements des grands pays du monde vont nous écouter si nous ne nous mettons pas ensemble?
Et se mettre ensemble, ça ne veut pas dire renoncer à son autonomie ou à ses idées, non. C'est se mettre ensemble sur l'essentiel, se mettre ensemble pour transmettre le message de la vérité et quelque part constituer une alternative. Et je pense que ça vient, la société civile est très active. C'est vous qui êtes le président de notre coordination, vous le savez. Les partis politiques commencent à se mettre ensemble pour justement fédérer leurs moyens. Je crois que l'expérience va nous instruire. Il n'y a pas de raison de désespérer, au contraire. Non, je ne pense pas, parce que plus le FPE aussi va très loin dans ses excès, et plus aussi ça soude les gens qui étaient originellement divisés. Et je pense que c'est le FPR lui-même qui va donner à ses opposants la force de le combattre. Revenons en France. Aloïse, sans parler seulement des opposants, il faut penser à nos amis, nos frères, nos sœurs, nos petits frères, nos petites sœurs qui sont au Rwanda. Il y a un courant extraordinaire de courage. Il y a cette dame, Yvonne Ida Mangue, il y a ce journaliste Tchouma Hassan, il y a toutes ces jeunes personnes qui donnent de leur vie, qui payent de leur vie pour conquérir la liberté. Donc, l'opposition extérieure, très bien. Mais moi, je suis très admiratif de ces gens qui sont au Rwanda et qui osent. Vous regardez Victoire Ingabire qui a passé 8 ans en prison. 8 ans en prison. Mais à la sortie, elle a poursuivi son objectif, elle parle. Je suppose qu'elle doit prendre aussi quelques précautions de sécurité, mais elle n'a pas abandonné son combat. Son ami Bernard Ntaganda et tous les autres, le jeune Silver Mouizerwa, et tous les autres, en fait. Qui a failli être kidnappé avant. Récemment, voilà, exactement. Vous voyez, quelqu'un comme Aimable Karasira, c'est quelqu'un qui est très intelligent d'ailleurs. Ils ont essayé, dit-il, de l'acheter. Et ça ne m'étonne pas. Quand il n'accepte pas d'être acheté, il est menacé. Tous ces gens, nous devons, à supposer même que nous ayons quelques raisons de ne pas être soudés, nous qui sommes à l'extérieur, l'intérêt de ces gens devrait nous mettre ensemble pour les défendre, nous mettre derrière eux et pour les protéger. Moi, je ne suis pas de ceux qui leur disent de s'offrir en holocauste, en martyr. Non, non, pas du tout. Je ne demande pas que les gens deviennent suicidaires. Non, je pense qu'il faut une vision globale de la question, parce que leur dire seulement, vous qui êtes à l'intérieur, opposez-vous à ce régime dont les méthodes sont vraiment très connues. C'est pas facile. Je pense que ça serait vraiment les envoyer au suicide, et moi non plus, je ne suis pas de cet avis. Ceci dit, s'ils pensent qu'ils ont, à partir de leur position actuelle au Rwanda, s'ils pensent qu'ils peuvent faire bouger les lignes, on ne peut pas non plus leur dire attention, il y a un danger. Non, non, non. Ils sont exactement. Voilà. Ils sont conscients. Parce que c'est eux qui sont en première ligne. Tout à fait. Et ils savent la force de l'adversaire. Ils savent où peut aller l'adversaire. Ils savent comment mesurer leur avancée. Je pense qu'il faut leur faire confiance, et ils le font très bien. Et d'ailleurs, même le FPR ne leur laisse pas le choix, beaucoup de choix. Parce que si tu vois des gens qui ont été mis à la rue, comme à Kangondo, les quartiers entiers, les quartiers entiers de la capitale, avec des bulldozers, ils viennent, ils cassent toutes leurs habitations, ils se retrouvent dans la rue. Ça fait 4 ans qu'ils sont dans la rue, avec des enfants, je pense que c'est le FPR qui leur donne la force de se battre contre lui. Et ça, avec le temps, ça va faire bouger les lignes chaque fois
et le FPR ira chaque fois à reculons, ça c'est sûr. Ouais. Si vous me le permettez, monsieur l'ambassadeur, revenons un peu en France, parce que c'était le début de notre émission, déjà en allant vers la fin de notre émission d'ailleurs. Le général Lecointre, c'est pas quelqu'un, comme vous l'avez dit, c'est pas quelqu'un d'anodin, c'est pas quelqu'un d'ordinaire. Et quand il tape sur la table comme ça, je pense que les politiques devraient quand même essayer de l'écouter, non? Je suis convaincu que oui. Quand d'un côté, le capitaine Guillaume Ancel, qui est devenu lieutenant-colonel quand même, retraité, quand il propage des mensonges, quand il raconte que la France était au Rwanda, non pas pour des raisons humanitaires, mais pour arrêter le FPR, que la France a aidé les génocidaires à fuir, alors que dans son rapport premier, il avait affirmé avec beaucoup de courage, il avait vanté le courage de Turquoise, les résultats de Turquoise. Il avait raconté comment Turquoise avait sauvé les Tutsis, notamment en préfecture de Cyangugu et partout ailleurs, et que quelques années plus tard, après un voyage à Kigali, il dit le contraire. Je suppose que les personnalités politiques qui comptent, qui connaissent la vérité, qui connaissent le général Lecointre, sauront faire la différence. Il n'y a pas, on ne peut pas mettre en balance les propos de Guillaume Ancel. Là, je suis en train de lui faire la publicité, mais il est là, il faut savoir qu'il est là, avec tous ceux qui le dirigent, en fait, parce qu'il est toujours coincé entre deux membres étrangers du FPR et le général Lecointre. Il n'y a pas, on ne doit pas se poser de questions. Il faut absolument revenir sur l'essentiel et suivre la voie tracée par le général Lecointre, par le général Lafourcade, celui qui commandait Turquoise, par le colonel Hogar et par tous les autres qui ont vécu au Rwanda, qui passaient leur journée à mouiller leurs chemises, à sauver les gens. Donc, moi, ce que je recommande, c'est vraiment que, et je pense que le temps est venu peut-être aussi d'aller dans ce sens, d'appuyer là où il faut appuyer, en disant, mais la France se réveille. Enfin, je ne vois pas comment, parce qu'on en parle. Demain, le président Macron ira peut-être au Rwanda, si le corona lui permet de le faire. Parce qu'au-dessus des présidents, des chefs d'État et autres, maintenant, il y a un maître absolu, c'est le coronavirus. Donc, si le coronavirus lui permet d'y aller, je vois très mal le président Macron tapoter sur les épaules de Kagame lorsqu'il aura fini d'accuser la France de participation au génocide des Tutsis. En sachant que son chef d'état-major, le chef d'état-major des armées, dit et pense le contraire. Et je suppose qu'avant de faire cette déclaration, le général Lecointre a peut-être parlé au président Macron. J'ose espérer, parce que normalement, les militaires sont astreints à une obligation de réserve. S'il a pris une telle position avec des mots clairs, sans passer à côté, c'est certainement qu'il a la bénédiction quand même du gouvernement français, enfin, en tout cas de son chef, le président de la République. Et c'est tout ce que moi et les autres demandons. On n'a jamais demandé au président Macron de ne pas relancer la coopération et les bonnes relations avec le Rwanda. Ce n'est pas de notre ressort. En plus, si la France aide le Rwanda, et si ça se passe bien, ce sont nos parents restés là-bas qui vont en profiter peut-être, si le gouvernement veut bien les faire profiter de cette coopération. Donc, c'est loin de nous l'idée de gêner la diplomatie française en direction du Rwanda. Mais nous disons quand même que les autorités françaises ne sont pas des aveugles et qui ne sont pas, qu'ils ont des oreilles, qui doivent écouter ceux qui connaissent la situation, surtout les Rwandais.
Les Rwandais, qu'est-ce que moi j'ai à gagner? Si la France avait participé au génocide, je ne serais pas ici en train de parler comme ça. Hein. Je taperais sur la France aussi comme tout le monde. Justement, on a l'impression que la France a des difficultés à séparer les gens qui la trahissent, donc qui trahissent la France, et les gens qui l'aiment, qui ont son patriotisme. Cette ligne, est-ce qu'elle est si invisible? Pourquoi? Bon, évidemment, on a parlé de la main du FPR qui va jusque-là, mais avec le temps, est-ce qu'on ne se réveille pas? Moi, à un moment donné, j'avais lancé une terminologie qui a failli me coûter cher, hein, parce que certains m'ont dit, attention, hein, vous parlez de la France, là. J'avais dit que la France avait une diplomatie sadomasochiste qui a tendance à aider ceux qui la frappent le plus fort. C'est-à-dire, un sadomaso, c'est quelqu'un qui aime souffrir et qui dit « frappez-moi encore, frappez-moi davantage, j'aime souffrir, frappez-moi ». Et moi, donc, je l'avais mis sur tweet et j'avais donné copie à un ministre des Affaires étrangères d'ici. On m'a dit « tu y vas trop fort quand même, hein ?» Sadomasochiste en parlant de la diplomatie française. Et je me suis expliqué, j'ai dit « moi, c'est mon impression. À Kigali, on vous tape dessus tous les jours. On manque évidemment, pour monsieur le ministre aussi, je pense que la vérité est parfois difficile. Elle est difficile, mais ce n'est pas lui qui a été mis en cause, hein, c'est la diplomatie depuis un certain nombre d'années. Hein. Il y a eu plusieurs ministres qui ont pratiqué cette diplomatie. Mais vraiment, je pense, parfois je m'étonne, remarquez que tout le monde ne m'est pas tombé dessus. Il y en a qui ont dit, ah, là c'est vrai, vous avez mis le doigt là où il faut. On est des sadomaso. Et mais le président Macron n'est pas dans cette ligne-là. Il va finir par dire la vérité. Vous savez, il y a quand même des personnes courageuses hein, qui connaissent la vérité sur l'histoire du Rwanda de ces années-là. Il y a l'ancien ministre des Affaires étrangères, ancien Premier ministre Alain Juppé, qui est maintenant président de la Cour constitutionnelle. Il y a le ministre Hubert Védrine, hein, qui était à l'époque secrétaire général de Mitterrand, enfin de l'Élysée, et puis ministre des Affaires étrangères après. C'est des gens qui connaissent tout de ce dossier. Il y a maintenant, enfin, moi je pense, on va peut-être en parler une prochaine fois, la commission sur le rôle de la France au Rwanda. Je pense que cette commission, si elle a ouvert les yeux et les oreilles pour écouter et pour voir, depuis qu'elle a commencé son travail, si elle a ouvert toutes les archives, en sachant qu'elle a refusé de consulter certaines archives. En ce qui me concerne, j'ai écrit, j'ai insisté, la commission préfère écouter Guillaume Ancel, le capitaine dont je vous ai parlé, qui ment sur le compte de la France. Et donc, si cette commission travaille vraiment objectivement, parce qu'après tous ces archives, on les connaît. Là, par exemple, aujourd'hui, on parle d'un télégramme qui aurait été envoyé par le Quai d'Orsay ou je ne sais plus qui, pour demander à Turquoise de ne pas arrêter les membres du gouvernement de 1994, c'est-à-dire le gouvernement Kambanda et les autres. Oui, mais où est-ce que vous voulez qu'il en eût fait quoi? C'était pas sa mission. C'était pas sa mission. C'était pas une mission pour arrêter les génocidaires ou pas. Et puis ces gens-là étaient protégés, ils avaient leur armée. La Turquoise n'était pas allée pour se battre contre l'armée rwandaise, qui n'était pas considérée comme une armée génocidaire. C'était contre les tueurs de ce moment-là. L'armée rwandaise se retirait de Kigali, par le canal d'ailleurs que le FPR apparemment avait mis en place pour éviter la guerre, pour éviter la dernière confrontation. La France est arrivée par le Congo. Je pense que la meilleure stratégie, c'était de les laisser partir de toute façon. Et surtout, les milices Interahamwe qui pullulaient partout, qui étaient sur les collines, qui tuaient les gens,
de les désarmer et de les chasser de ce terrain-là, pas de se battre contre eux. Ce n'était pas son rôle. Il fallait sauver les victimes ou les gens qui étaient menacés en ce moment-là. Si on avait commencé par aller se battre contre le gouvernement, contre l'armée rwandaise, mais il y aurait plus eu un seul Tutsi de survivants dans la zone de sécurité. Hein. Donc, tout ça, on parle de ce télégramme. Moi, je me dis parfois, mais ce n'est pas possible. Comment une commission peut considérer un tel document comme un document ayant encouragé le gouvernement à... Quand on demande au gouvernement de débarrasser le plancher, ce n'est pas pour l'aider à tuer les gens. Quand on lui dit, la porte est là, Goma est là, partez tout de suite. À Tchangourou, on dit aux Interahamwe, remettez vos armes et passez par la rivière ou par le pont, mais surtout quittez notre zone. Il devait y avoir la justice internationale et des mécanismes internationaux pour juger, pour attraper les criminels. C'est pas la mission turquoise. La mission turquoise avait un objectif. Imaginez-vous Akihiro. Tout à fait. Et elle avait une résolution qui mettait en place cette mission et qui déterminait son rôle, son champ de manœuvre. Donc, il n'était pas question d'en sortir. Je voulais donner l'exemple de Kibero, où le FPR a massacré 8000 plus, en fait. Oui, plus de 8000 personnes devant les militaires internationaux, donc des Nations Unies, et ils n'ont rien fait. Ils ne pouvaient rien faire. Hein. Parce que c'était pas leur mandat de prendre ces criminels du FPR, de les emprisonner, Non, quand même, c'est exactement la même chose. Dallaire, le général Dallaire, pendant que les militaires belges se faisaient assassiner dans le camp de Kigali, il est passé pas loin de là. On lui a dit il y a des militaires, des anciens blessés de guerre qui sont en train d'assassiner vos hommes. Ça se passait pendant que Dallaire, lui, allait participer à une réunion de l'état-major. Et Dallaire ne pouvait rien faire. Hein. Il n'avait pas de militaires chargés d'aller se battre contre les Rwandais qui étaient en train de massacrer les Belges. C'était pas... Il avait une mission très limitée. De toute façon, la mission de la Minoire ou de Turquoise était bien limitée par rapport... et encore, Turquoise au moins pouvait se battre contre ceux qui l'attaqueraient. Mais la Minoire devait faire profil bas. Et de toute façon, la mission Turquoise a sauvé plus de Tutsis que le FPR et que la Minoire réunis. Il faut qu'on le dise aussi. Vraiment à arrêter le génocide dans cette partie qu'elle occupait, la Turquoise. Et le problème, c'est que les témoins, ils ne sont pas entendus. Non. Ils sont entendus, mais ils ne sont pas considérés. Je pense que les choses devraient changer, monsieur l'ambassadeur. Bon, les choses devraient changer, puisque vous parlez de témoins, Aloïse. Les membres du gouvernement de l'époque, parce que la France est restée au Rwanda du 23 juin au 10 août, je pense, ou au 21 août, nous, on était au gouvernement. On était très admiratifs de ce que faisait la France. On a remercié la France d'avoir dirigé cette mission, d'avoir sauvé des Tutsis et des Hutus qui étaient menacés par les miliciens Interahamwe. On a rendu visite à la zone et ce sont les troupes de Turquoise qui nous protégeaient et qui nous protocolaient. On a rencontré les Tutsis sauvés par Turquoise grâce à la coopération des militaires français. Ils nous ont raconté comment les troupes françaises les avaient sauvés, comment ils sont allés les chercher dans des trous, comment ils ont neutralisé les Interahamwe pour les sauver. Moi, j'ai une cousine qui a été sauvée à Kamembe, elle était sur la route pendant que les jeeps françaises passaient. Et elle courait derrière elle, il y avait des Interahamwe, les militaires français se sont arrêtés, ils ont pris la cousine, ils n'ont pas tiré sur les Interahamwe puisqu'il n'y avait plus d'objets. Ils l'ont amenée
à Nyarushishi. Et je vais pleurer sur ça. Je vais accuser la France d'avoir sauvé ma cousine et donc d'avoir aidé ces Interahamwe à la tuer alors qu'ils l'ont sauvée. C'est ça que le gouvernement français et les autres devraient faire. Nous écouter. Vous, Aloïse, je ne vais pas revenir sur ce que votre famille a subi pendant cette période, mais vous avez été à Kiangougou pendant la présence de Turquoise et vous savez. Oui, Connaissez. j'étais Voilà. tout le temps. Donc, Voilà. avec la mission turquoise, j'ai Exactement. vu comment, de mes propres yeux, je vivais avec des gens qui aidaient la mission turquoise, qui collaboraient avec la mission turquoise pour amener la paix et pour protéger ceux qui devaient l'être. Et pour Il y soigner les avait une malades. organisation qui a été mise, une organisation locale qui a été mise sur place et qui a travaillé conjointement avec la Minoire pour amener la paix, pour protéger. Tout ça, ce sont des actions quand même qui devaient peser dans la balance. La mise en place des hôpitaux de campagne qui étaient installés à gauche à droite dans la zone turquoise pour soigner les malades qui avaient été blessés avant l'arrivée de Turquoise. Tout ça, c'est mauvais. Il ne fallait pas que la France le fasse. Alors, moi, je me dis, je crois que les Rwandais devraient parfois s'adresser aux bonnes personnes, par exemple au président Sarkozy, qui connaît la situation. Lui dire, Monsieur le Président, parlez, dites la vérité. Vous étiez ministre à l'époque, vous étiez porte-parole du gouvernement. Parlez, défendez votre pays, s'il vous plaît. Défendez le gouvernement auquel vous appartenez. Il était dernièrement chez Kagame. Non, c'est bon, il peut y aller pour l'influencer. Hein. Pourquoi pas? J'espère qu'il peut y aller pour l'influencer, pour lui demander de modérer ses ardeurs. Mais il faut qu'il le fasse. Il ne faut pas que les intérêts économiques du moment passent avant la vérité de l'action passée de leur pays à toutes ces personnalités. Et je crois que nous devrions vraiment nous adresser très poliment, bien sûr, avec respect, à ces personnalités. Le président Sarkozy a joué un grand rôle à l'époque. Il a été chef d'État ensuite. C'est le premier chef d'État français, je veux dire, à avoir visité le Rwanda après le 94. C'est une très bonne chose. Mais il faut aller de l'avant. Il faut aller de l'avant pour établir la vérité, pour demander au FPR et au président Kagame de ne plus accuser la France de participation au génocide ou d'une quelconque faute dans le drame que les Rwandais eux-mêmes ont commis. Ce sont les Rwandais qui se sont entretués. Ce n'est pas les Français qui sont allés prendre des machettes pour distribuer aux Rwandais. C'est nous qui nous sommes malmenés matin, midi, soir. Ce n'est pas la France, ce n'est pas la Belgique. Voilà. Oui, je pense que ça pourrait être des bons mots de la fin. Donc, que la France ouvre les yeux, qu'elle cherche vraiment la vérité et qu'elle écoute les témoins, ceux qui ont vécu les choses. Si je résume bien ce que vous avez dit, je pense que ce serait un bon début pour résoudre le problème. Voilà, si vous avez un mot de la fin, sinon on clôture ici notre émission qui a été vraiment une émission très instructive. Non, Aloïse, je pense qu'on a assez dit, on s'est adressé à tout le monde. Le dernier mot sera peut-être à mes compatriotes Hutu et Tutsi. Parce qu'on a souvent tendance à ne pas parler en ces termes-là, mais lorsqu'on sait qu'on s'est entretué sur cette base, on ne peut pas d'un côté dire oui, c'est sacré, on n'en parle pas, et de l'autre s'accuser mutuellement de ceci ou de cela. Il est temps vraiment qu'on s'assoie autour d'une table. Il est temps qu'on comprenne que le FPR, le président Kagame, n'est pas le sauveur de notre peuple. Qu'au contraire, il nous a mis dans des difficultés indicibles, qu'il a sacrifié notre peuple pour arriver au pouvoir et surtout pour s'y maintenir. Il est temps que les Hutus et les Tutsis, je veux dire ceux qui ne sont pas évidemment complices de Kagame, il est temps qu'on se mette ensemble, qu'on discute de nos problèmes
qu'on laisse un peu de côté tout le mal qu'on s'est fait mutuellement et qu'on garde l'essentiel. L'essentiel, c'est l'appartenance à une nation commune. C'est le fait de savoir que de toute façon, quoi qu'on fasse, même si on est exilé, nos petits-enfants qui n'ont jamais mis les pieds au Rwanda, qui ne connaissent pas le Rwanda, ils savent quand même qu'ils sont rwandais et qu'un jour, même s'ils y vont en tant que touristes, ils vont dans leur pays d'origine. Préserver l'avenir sans oublier le passé, mais mettre plus d'accent sur l'avenir, sur le futur, que dans nos guerres intestines du passé, que dans les massacres. C'est-à-dire détacher un peu notre regard du rétroviseur, regarder devant, de temps en temps quand même jeter un coup d'œil sur le rétroviseur pour savoir s'il n'y a pas un mauvais événement ou quelque chose de dangereux qui vient de derrière, mais surtout regarder en avant. C'est tout ce que je peux dire à mes compatriotes et surtout à ceux qui se sont mis ensemble dans certaines organisations, qu'ils y aillent de cette manière-là. Et je pense que ça va les renforcer, ça va nous renforcer et nous permettre de constituer une véritable alternative de l'avenir et non pas du passé. Je vous remercie. Merci pour ce bon conseil à nos compatriotes, parce que c'est unique que nous survivrons, comme a dit l'autre, mais autrement, divisés, nous mourrons comme des idiots. Merci, Monsieur l'ambassadeur, d'avoir donné de ta lumière sur les sujets de ce soir. Et je te souhaite une excellente soirée chez vous et que Dieu vous garde et vous protège et vous bénisse et qu'il bénisse aussi nos amis, d'où qu'ils soient, de France, de Belgique. Nous leur souhaitons aussi tout le bien qu'ils peuvent souhaiter. Merci. Moi, je vous souhaite aussi beaucoup de bonnes choses et je vous remercie vraiment de me permettre d'apporter ma petite contribution au débat sur la question ou sur les questions rwandaises. Et surtout, je félicite vraiment l'équipe de notre radio, Radio Urumuri, qui a transformé ce qui était au départ une petite radio sans importance. Aujourd'hui, nous sommes là avec plusieurs langues. On utilise le français, le Kinyarwanda, le Kiganda ou le Luganda. Bientôt l'anglais, je suppose. Radio Urumuri devient une télévision. La dernière fois, on en a parlé. Et je félicite l'équipe de Radio Urumuri. Et comme beaucoup, je continuerai à soutenir cette équipe-là au nom de certaines associations qui font partie du cadre de coordination ou de concertation de la société civile. Et j'encourage mes camarades de la société civile et même des partis politiques, parce que Radio Urumuri appartient à tout le monde. Je les encourage à utiliser les ondes de cette radio pour porter notre message à notre peuple, au peuple rwandais, à ces courageux révolutionnaires qui, chaque jour, bravent le danger pour essayer d'apporter la paix et la concorde dans notre pays. Je vous remercie. Au nom de tous mes collègues, je vous remercie pour ce compliment et je le leur transmettrai. Alors, à la prochaine sur les ondes de Radio Urumuri. Merci, Aloïs. Merci beaucoup. De même. Mais comment construire la paix sur des fausses communes? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation? Comment construire la paix sans justice ni réparation?